Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette analyse détaillée consacrée aux fondamentaux des tests logiciels. Aujourd'hui, on plonge directement dans le chapitre 1 du fameux niveau fondation de l'ISTQB. Le but, démystifier tous ces concepts clés et ces principes qui sont, très franchement, la pierre angulaire de tout développement de qualité. Alors, on ne perd pas une seconde, c'est parti. Pour vraiment capter l'enjeu de ce chapitre, prenons un cas concret. Imaginons une seconde le crash d'une application bancaire. On ne parle pas juste d'un petit bug d'affichage là, c'est la catastrophe. Perte financière colossale, réputation ruinée sur les réseaux, utilisateurs qui partent en courant chez la concurrence et même de potentielles poursuites judiciaires. Ça montre bien une chose, c'est que l'assurance qualité, ce n'est pas juste un bonus en fin de projet, c'est littéralement l'ultime ligne de défense face à des enjeux bien réels. Voici donc notre feuille de route pour cette explication. D'abord, on va se demander pourquoi tester les logiciels, ensuite on passera aux définitions essentielles, on enchaînera avec les fameux 7 principes du test, puis le processus de test en lui-même, on abordera ensuite le testware et la traçabilité, avant de conclure sur les rôles et les compétences clés dans les équipes. On attaque avec la section 1. Pourquoi tester les logiciels et quels sont les enjeux de la qualité logicielle ? Le truc à retenir d'emblée, c'est que tester, ce n'est vraiment pas juste faire la chasse aux bugs. C'est beaucoup plus vaste que ça. Si on regarde la définition officielle de l'ISTQB, c'est très clair. Le test logiciel, c'est un ensemble d'activités pour vérifier qu'un logiciel fonctionne correctement. D'accord, mais surtout, et c'est le point crucial, qu'il répond aux besoins réels des utilisateurs. Le but n'est pas seulement de trouver des problèmes. On veut évaluer la qualité globale, prévenir les défauts avant la mise en production, réduire les risques au moment du déploiement et au bout du compte, instaurer un vrai climat de confiance. Et là, attention, c'est une distinction super importante, typiquement le genre de piège qu'on retrouve à l'examen. Il y a une différence fondamentale entre tester et débugger. L'activité de test, portée par l'assurance qualité, ça consiste à identifier les défauts, c'est le diagnostic. Le débugage, par contre, c'est le terrain des développeurs, c'est l'action purement technique de chercher la cause du problème dans le code et de le corriger. Ce sont deux rôles bien distincts, mais au final totalement complémentaires. Passons à la section 2, définition essentielle, pour bien clarifier le vocabulaire. Pour quiconque souhaite réussir cette certification, il faut une précision chirurgicale sur les termes techniques. C'est un peu comme une réaction en chaîne et c'est fascinant quand on y pense. Tout démarre toujours par une erreur. Ça, c'est purement une action humaine. Quelqu'un qui est fatigué, qui se trompe dans une spécification ou qui oublie une condition dans le code. Cette erreur humaine crée ensuite ce qu'on appelle un défaut, le fameux bug qui reste caché silencieusement dans le programme. Et si, par malheur, ce morceau de code spécifique est exécuté, eh bien, ça déclenche une défaillance. C'est le comportement incorrect qui apparaît bien visiblement à l'écran. Donc, erreur humaine, défaut technique et enfin défaillance visible. Voilà le cycle de vie exact d'un problème. On arrive à la section 3, les 7 principes du test, nos règles d'engagement. Et attention, ce ne sont pas de simples suggestions, ce sont vraiment les lois fondamentales de notre industrie. Faisons un tour rapide de ces 7 règles d'or. La première nous dit que les tests montrent qu'il y a des défauts, mais ne peuvent jamais prouver qu'il n'y en a plus aucun. Zéro défaut, c'est un mythe. Deuxièmement, les tests exhaustifs, c'est-à-dire tester absolument toutes les combinaisons possibles, c'est mathématiquement impossible. Il faut faire des choix. Troisièmement, il faut tester tôt pour éviter que les coûts de correction ne s'envolent plus tard dans le projet. Ensuite, on a le regroupement des défauts. C'est un peu la loi de Pareto appliquée au code. La majorité des bugs adorent se cacher dans quelques modules bien précis. Cinquième principe, souvent le préféré à l'examen, le paradoxe du pesticide. Si on répète inlassablement les mêmes tests, ils deviennent aveugles aux nouveaux bugs, exactement comme des insectes qui deviennent résistants. Il faut renouveler ces scénarios. Sixièmement, le test dépend du contexte. On ne teste pas un simple blog comme on teste le logiciel d'une fusée spatiale, ça tombe sous le sens. Et enfin, l'illusion de l'absence d'erreur. Un logiciel sans aucun bug technique mais dont les utilisateurs ne veulent pas car il est inutile, ça restera un échec cuisant. Place à la section 4, le processus de test. Avec sa méthodologie structurée, on quitte un peu la théorie pour voir comment une vraie phase de test s'organise sur le terrain. Parce qu'un test, ça ne s'improvise pas le matin en arrivant au bureau. Ça suit 6 étapes très claires et séquentielles. On commence par la planification, où l'on pose la stratégie globale et on évalue les risques. Ensuite, l'analyse, pour cibler exactement quelles fonctionnalités on va vérifier en priorité. L'étape 3, c'est la conception. C'est là qu'on écrit concrètement les scénarios de test. Puis vient l'implémentation, le moment où l'on prépare l'environnement technique et les données. Arrive alors l'étape 5, l'exécution. C'est le grand moment de vérité. On confronte les résultats attendus à la réalité de l'application et on remonte les bugs. Et pour finir, l'étape 6, la clôture. C'est trop souvent négligé, mais c'est pourtant là qu'on tire le bilan, qu'on génère les rapports et qu'on archive les leçons apprises pour les prochains projets.
Section 5. Testware et traçabilité, ou comment gérer les actifs de test. Parce que oui, tout ce processus qu'on vient de voir génère une montagne de documents qu'il va falloir organiser intelligemment. Et c'est précisément ce qu'on appelle le testware. C'est très simple, la définition englobe absolument tous les éléments créés pendant la phase de test. Plan de test, script automatisé, jeu de données préparé à l'avance, rapport de bug. Tout ça, ce n'est pas le code de l'application elle-même, c'est vraiment le patrimoine intellectuel et matériel de l'équipe qualité. Et c'est un actif précieux. Mais pour que ce testware soit vraiment puissant, il faut qu'il soit connecté. C'est toute la magie de la traçabilité. Imaginez un fil invisible qui relie l'exigence initiale du client, le cas de test qui va la vérifier et les défauts qu'on a éventuellement trouvés en chemin. Les avantages d'une telle organisation sont juste colossaux. On s'assure d'une couverture totale sans rien oublier, on peut suivre la qualité en temps réel, ça rend les audits de conformité beaucoup plus simples et surtout, si une fonctionnalité change en plein milieu du projet, on peut immédiatement analyser l'impact sur nos tests. C'est redoutable d'efficacité. Dernière ligne droite avec la section 6, rôle et compétences clés, l'élément humain de l'assurance qualité. Parce qu'une méthodologie parfaite sur le papier, sans les bonnes personnes pour l'exécuter, ça ne va pas bien loin. Dans un écosystème de projets sains, chacun a un rôle bien défini pour éviter les frictions. Le QA Engineer se concentre sur l'analyse et l'exécution des tests. Le développeur, on l'a vu, s'occupe de corriger les bugs. En amont, le Business Analyst définit les besoins avec précision, pendant que le Product Owner va prioriser toutes ses exigences. Et au-dessus, pour orchestrer l'ensemble, le Test Manager pilote la stratégie globale. Tout le monde partage un seul et même objectif, la qualité. D'ailleurs, petit aparté, pour exceller en tant que QA Engineer, il ne faut pas juste maîtriser des outils techniques. Les soft skills, comme une communication limpide, un esprit critique aiguisé ou un sens du détail maladif, c'est tout simplement indispensable. Il y a souvent un grand débat stratégique dans cette organisation sur le degré d'indépendance des testeurs. Avoir une équipe complètement séparée des développeurs, c'est génial pour l'objectivité. On apporte un œil totalement neuf, on n'est pas biaisé par la façon dont le code a été structuré et mécaniquement, on trouve plus de défauts. Mais attention aux inconvénients. Ça représente un coût supplémentaire, ça peut isoler les testeurs qui perdront un peu en connaissance métier et la communication devient souvent plus lourde et formelle. C'est vraiment un équilibre à trouver selon la taille et les enjeux du projet. On arrive à la fin de cette présentation et je voudrais qu'on garde cette simple citation en tête. Chaque bug trouvé améliore l'expérience utilisateur. Franchement, ça résume toute la philosophie du métier. On ne traque pas des bugs pour le plaisir de pointer les erreurs des autres. Chaque défaillance qu'on intercepte dans l'ombre avant la mise en ligne, c'est une petite victoire pour la personne qui utilisera finalement le produit. Alors, posons-nous cette question pour terminer. Si chaque bug qu'on laisse filer est une opportunité d'amélioration perdue, combien de catastrophes évitons-nous réellement chaque jour sans même que les utilisateurs ne s'en rendent compte? Une chose est sûre, la quête de la qualité est un combat de tous les jours.